Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser peut-être à l'exercice le plus utile de l'année puisque c'est celui qui vous prépare à ce que vous verrez l'année prochaine et qui illustre cette idée d'avoir des endomorphismes, de les exprimer dans une base bien choisie et déjà de comment utiliser donc les outils calculatoires qu'on a vus, les matrices, les déterminants pour étudier un endomorphisme sur un espace vectoriel abstrait E, donc ici de dimension 3 et dont j'ai déjà dit, vous commencez à connaître mon refrain, que ça peut être du coup à peu près n'importe quoi, des polynômes, des suites, des fonctions, que sais-je, du moment que c'est dimension 3, ça marche, qu'on va représenter par une matrice, et on va voir comment le déterminant nous aide à trouver une base privilégiée, là, avec laquelle on peut travailler f au mieux. Donc la première chose qu'on nous demande de faire, on considère un endomorphisme f représenté par cette matrice dans une base quelconque, une base B, E1, E2, E3, et on nous demande déjà de calculer pour un lambda dans R quelconque le déterminant de la matrice, non pas A, mais A moins lambda identité. Donc on va calculer ce déterminant. Il faut déjà comprendre quelle est la matrice qu'on considère ici. Donc lambda identité, ok, donc A on connaît, on l'a juste au-dessus, c'est 3 moins 2 moins 3, moins 2, 6, 6, 2, moins 2, moins 2. Et on lui soustrait la matrice lambda identité, donc celle avec des lambdas sur la diagonale et des zéros partout ailleurs. Donc le déterminant qu'on nous demande de calculer, c'est celui, là ça c'est un lambda, il est laid mais c'est un lambda. Voilà. C'est le déterminant de la matrice, du coup si on fait la soustraction, 3 moins lambda, moins 2 moins 0, donc juste moins 2, moins 3, moins 2, 6 moins lambda, 6, 2, moins 2, moins 2 moins lambda. On nous demande de déterminer ce déterminant pour un lambda quelconque. Et on a dit, on a le droit de faire des opérations sur les lignes et les colonnes, et la stratégie en général est d'essayer de faire apparaître le plus de 0 possible. Donc on voit ici que j'ai un moins 2 sur la première colonne, deuxième ligne, et juste en dessous un 2, donc là il y a un 0 qui va tomber assez facilement si je fais l'opération, par exemple, par exemple, L2, je lui ajoute la ligne L3. Donc via l'opération, hop là, L2 devient L2 plus L3, qui, on l'a dit déjà plusieurs fois, ne change pas le déterminant. J'obtiens que le déterminant de A moins lambda identité n'est autre que le déterminant de la matrice suivante, où je vais avoir gagné un 0 en plus. Donc la ligne 2, je lui ajoute la troisième, donc le premier coefficient ça devient 0, comme souhaité. Le deuxième c'est 6 moins lambda plus moins 2, donc 4 moins lambda. Et le dernier coefficient c'est moins 6 plus moins 2 moins lambda, donc moins 6 moins 2 moins lambda, donc à nouveau 4 moins lambda. Et la troisième ligne n'a pas changé. Donc là je suis contente parce que j'ai un 0 de plus et je suis doublement contente, en fait, bonne surprise, parce que cette opération m'a en plus permis d'écrire la deuxième ligne comme un multiple de 4 moins lambda. Ici j'ai 0 fois 4 moins lambda, 1 fois 4 moins lambda, 1 fois 4 moins lambda, et donc je peux, comme toute la ligne est un multiple de 4 moins lambda, je peux mettre le 4 moins lambda en facteur, vous vous rappelez, c'est une propriété du déterminant dont on a déjà parlé plusieurs fois, et il me reste la matrice 3 moins lambda, moins 2, moins 3, 0, 1, 1, puisque j'ai mis le 4 moins lambda en facteur, 2, moins 2, moins 2 moins lambda. Et ici, ce qu'on voit, c'est que puisque j'ai un 1 ici et un autre 1 là, ça va pas être difficile de faire apparaître un 0 supplémentaire sur la ligne 2 où il y en a déjà un, en soustrayant la troisième colonne à la deuxième, ce qui va faire disparaître le 1 qui est en plein milieu. Donc si je fais l'opération, en d'autres termes, C2 devient C2 moins C3. Donc je vous dis pas que j'ai mon 4 moins lambda en facteur, et ça me dit que le déterminant de A moins lambda identité, c'est 4 moins lambda, facteur fois le déterminant de
Donc 3 moins lambda, 0, 2, la première colonne elle bouge pas. La deuxième, je lui soustrais la troisième. Donc j'ai moins 2 moins 3, ce qui fait 1. 1 moins 1 qui fait 0. Moins 2 moins 2 moins lambda, donc moins 2 plus lambda, donc il reste plus que le lambda. Et la troisième colonne qui n'a pas bougé, donc moins 3, 1, moins 2 moins lambda. Et maintenant, je me retrouve avec un déterminant où sur la deuxième ligne, il y a un seul coefficient non nul. Donc si je développe par rapport à cette deuxième ligne, j'obtiens du coup moins 1 puissance 2 plus 1 fois 0 fois le déterminant de la matrice obtenue en supprimant la deuxième ligne et la première colonne, mais comme le coefficient par lequel je multiplie est 0, ce terme n'apparaîtra pas dans le calcul du déterminant. Le deuxième terme, ça va être moins 1 puissance 2 plus 2 fois 0 fois le déterminant de la matrice obtenue en supprimant la deuxième colonne et la deuxième ligne dans A. Mais comme le coefficient par lequel je multiplie est 0, ce terme-là n'apparaît pas non plus. Et il me reste moins 1 puissance 2 plus 3 fois le coefficient, ici 1 sur la deuxième ligne, puisque je développe par rapport à la deuxième ligne, fois le déterminant de la matrice obtenue en enlevant la deuxième ligne et la troisième colonne dans A. Autrement dit, le déterminant... Oups là, pardon. Là, c'est développement par rapport à L2. Et donc, on revient à une couleur un peu plus lisible pour nous dire que ça, c'est du coup 1 moins 1 puissance 2 plus 3 fois 1 fois le déterminant de la matrice qui me reste en supprimant la deuxième ligne et la troisième colonne, c'est-à-dire 3 moins lambda, 1, 2, lambda. Or, moins 1 puissance 2 plus 3, ça fait moins 1, donc il me reste moins 4 moins lambda, fois ce déterminant. Et quel est-il ce déterminant? 3 moins lambda fois lambda, donc ça va faire 3 lambda moins lambda au carré, moins 1 fois 2, donc moins 2. Et donc si je fais rentrer le moins ici dans la deuxième parenthèse, j'obtiens 4 moins lambda, facteur 2, lambda carré, moins 3 lambda, plus 2. Donc c'est pas tout à fait ce qu'on me demande, il faut que je factorise en plus ce polynôme de degré 2. Or, son discriminant, delta, c'est b carré, donc 9 moins 4ac, donc moins 4 fois 2 fois 1, autrement dit 9 moins 8, c'est-à-dire 1. Donc les racines de ce polynôme de degré 2, là, lambda carré moins 3 lambda plus 2, c'est lambda 1, donc moins 3 plus racine de delta, c'est-à-dire plus 1 sur 2, donc ça va me donner 1. Et la deuxième racine, ça va me donner du 2. Donc autrement dit, ce polynôme de degré 2 va se factoriser en 4 moins lambda. C'est un 4, même s'il est moche. Facteur 2, lambda moins 1, lambda moins 2. Est-ce que c'est bien ce qu'on me demande de trouver? On me demande de trouver 4 moins lambda fois 1 moins lambda fois 2 moins lambda. Donc vous voyez ici que lambda moins 1 fois lambda moins 2, c'est pareil que 4 moins lambda fois 1 moins lambda fois 2 moins lambda. Comme souhaité. Donc voilà qui est formidable. Maintenant qu'on a fait ce calcul, et ça va être le calcul crucial que vous ferez 1 million de fois l'année prochaine, ce qu'on appelle le calcul du polynôme caractéristique, puisque vous voyez ici on obtient un polynôme de degré 3 en lambda, mais ne nous avançons pas, hein, pour le moment on ne demande pas de parler de ça. Maintenant tout l'exercice va consister à voir quelles conséquences on peut tirer de ce calcul. Et donc ça nous amène à la question 2 qui nous demande de justifier qu'il existe des vecteurs V1, V2 et V3 dans l'espace vectoriel E, tels que f de V1 égale 4V1, f de V2 égale 2V2 et f de V3 égale V3. Pourquoi ça c'est vrai? Ce qu'on observe, c'est que ici, déterminant de 1 moins lambda identité, ça fait 0, si et seulement si lambda égale 4, lambda égale 1 ou alors lambda égale 2. Dans tous les autres cas,
le déterminant de A moins lambda identité est non nul. Donc si et seulement si, lambda égale 4, ou lambda égale 2, ou lambda égale 1. Or, on a donc que si lambda égale 4, le déterminant de A moins 4 identités fait 0. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que l'endomorphisme qui est représenté dans la base B par la matrice A moins 4 identités, 3, 4, n'est pas bijectif. Donc l'endomorphisme représenté par A moins 4 fois identité, autrement dit F moins 4 fois l'application identité de E, n'est pas bijectif. Or, c'est un endomorphisme, et on sait que les endomorphismes sont bijectifs si et seulement si ils sont injectifs, si et seulement si ils sont surjectifs. Donc de même, ils sont non bijectifs si et seulement si ils sont non injectifs, si et seulement si ils sont non surjectifs. Donc, puisque F moins 4 identités est un endomorphisme, ceci implique qu'il n'est pas injectif. C'est ça qui va nous intéresser. Il y a ici, même s'il est un peu caché. Or, qu'est-ce que ça veut dire pas injectif pour une application linéaire? Ça veut dire que son noyau n'est pas réduit au vecteur nul. Le noyau de l'application linéaire F moins 4 identités, ce n'est pas juste le vecteur nul. Autrement dit, il existe V1, un vecteur différent de 0, dans le noyau de F moins 4 fois identité de E. Mais qu'est-ce que ça veut dire que V1 est dans le noyau de F moins 4 identités? C'est-à-dire que F de V1 moins 4V1, c'est-à-dire F moins 4 identités appliquées à V1, égale 0. C'est ça que ça veut dire être dans le noyau de F moins 4 lambda identité. Ça, c'est parce que F de V1 moins 4V1, c'est F moins 4 identités appliquées à V1. Donc c'est juste la définition du noyau. Et ça revient à dire que F de V1 égale 4 fois V1 comme on nous le demande. Et on nous demande de trouver un vecteur comme ça, un vecteur non nul, V1, qui soit dans le noyau de F moins 4 identités. Donc là, on va utiliser nos matrices. V1 est dans le noyau de F moins 4 identités. Si et seulement si, ça c'est ce qu'on a vu dans le chapitre sur les représentations des applications linéaires par les matrices, le vecteur colonne qui représente V1 dans la base B, que je vais noter x, y, z, nous mettons x1, y1, z1, puisqu'il y en a 3 comme ça à trouver, appartient au noyau de la matrice A-4 fois la matrice identité, la matrice I3. Et ça, c'est un 4. Autrement dit, si et seulement si, la matrice A-4 identité fois x1, y1, z1 égale 0, 0, 0. Vous n'avez jamais deviné ce qui va se passer après. Et bien ça, mes amis, c'est un système.
En effet, c'est qui la matrice A moins 4 identités? C'est la matrice, donc si vous prenez la matrice A moins 4 identités, vous voyez que c'est la matrice moins 1, moins 2, moins 3 sur la première ligne. Moins 2, 2, 6. Que je fasse pas d'erreur de calcul. Et 2, moins 2, moins 6. Donc ça, c'est A moins 4 identités. Fois le vecteur x1, y1, z1. Et on veut que ça nous donne 0, 0, 0. Et c'est là qu'on obtient un système. Vous commencez à avoir l'habitude de ce genre de truc. Donc il faut que notre vecteur x1, y1, z1 soit solution du système moins x1, moins 2y1, moins 3z1 égale 0, moins 2y1, plus 2, oh là là, moins 2x1, pardon. Moins 2x1 plus 2y1, désolé, plus 6z1 égale 0. Et 2x1 moins 2y1 moins 6z1 égale 0. Et là, vous voyez que la dernière ligne, c'est moins 1 fois la troisième. Autrement dit, si vous faites L3 devient... Donc avant de se lancer dans un pivot de Gauss compliqué, regardons s'il n'y a pas des choses intelligentes à faire. Si vous ajoutez la deuxième ligne à la troisième, vous voyez que ça va vous faire 0 égale 0. Donc ce système-là, il serait écrit... Hop là, je vais aussi multiplier la première ligne par moins 1. Donc ça me fait x1 plus 2y1 plus 3z1 égale 0. La deuxième ligne, je vais la multiplier par moins 1,5, ce qui me fait x1 moins y1 plus 3z1 égale 0. Et la dernière, puisque j'ai fait L3 devient L3 plus L2, ça me fait 0 égale 0. Donc pardon, j'ai peut-être été un peu vite ici. Je vais écrire les opérations que j'ai faites. Donc L1 devient moins L1, tout simplement. Et L2 devient moins 1,5 de L2, pour juste simplifier un peu les coefficients. Du coup, j'obtiens ce système où il y a déjà une ligne de nul en bas. Et maintenant, d'un coup de pivot de Gauss, je vais soustraire la première ligne à la deuxième pour faire disparaître les x1. Et donc, ce que j'obtiens, c'est que mon système serait écrit x1 plus 2y1 plus 3z1 égale 0. Pourquoi ça écrit plus? Au secours. Et si je fais la deuxième ligne en la première, donc on voit plus ma feuille, mais croyez-moi sur parole, il me reste du coup... Hop là, je crois que j'ai fait une erreur de signe. Hop là, ici, du coup, si je multiplie par moins 1,5, ce moins 3 là, enfin, ce truc là devient non pas un plus 3, mais un moins 3, pardon. Donc ici, vous voyez, j'ai pris la deuxième ligne, j'ai divisé par moins 2, donc ici j'ai x1, moins y1, moins 3z1. Et donc si je soustrais la deuxième ligne, la première ligne à la deuxième, ça va me faire moins y1, moins 2y1, donc moins 3y1, moins 3z1, moins 3z1, donc moins 6z1, donc j'obtiens au total moins 3y1, moins 6z1 égale 0. Voilà, mieux. Autrement dit, et ben maintenant j'ai un système échelonné, donc je vais pouvoir exprimer par exemple toutes les coordonnées en fonction de z1. y1, du coup c'est moins 2z1, et j'obtiens du coup que x1 c'est, donc on a dit y1 c'est moins 2z1, donc là j'ai dû, hop là,
moins 4z1 plus 3z1, donc moins 3z1, donc x1 c'est égal à z1. Donc ce que j'ai obtenu, c'est que le vecteur v1 dans la base B, il doit être de la forme z1 moins 2z1 z1, autrement dit, il doit appartenir à vect 1, moins 2, 1. Donc par exemple, le vecteur v1 représenté par 1, moins 2, 1 dans la base B répond à la question. Or, le vecteur représenté par 1, moins 2, 1 dans la base B, c'est E1, moins 2E2, plus E3. Pardon. Il est représenté dans la base B par le vecteur 1, moins 2, 1. Donc, il appartient bien au noyau de F-4 identité. Et il est non nul, puisque la famille E1, E2, E3 est libre, et du coup, s'il était nul, ça voudrait dire qu'on a une combinaison linéaire nulle de E1, E2 et E3, ce qui n'est pas possible, puisqu'on a supposé que c'était une base. Donc, pour récapituler, c'est un raisonnement un peu long, et on va devoir le faire 3 fois de suite, donc il importe de bien le comprendre maintenant. Qu'est-ce qu'on a fait? On a observé que le déterminant de A moins lambda identité, qu'on a calculé à la première question, s'annulait si et seulement si lambda était égal à 4, ou alors lambda était égal à 2, ou alors lambda était égal à 1. Si lambda est égal à 4, donc, le déterminant de A moins lambda identité, c'est-à-dire le déterminant de A moins 4 lambda identité, de moins 4 identité, est nul. Qu'est-ce que ça veut dire que le déterminant est nul? Ça veut dire que l'endomorphisme représenté par la matrice A moins 4 identités dans la base B n'est pas bijectif. Autrement dit, l'endomorphisme F moins 4 identités, ici, celui-là, il n'est pas bijectif. Puisque c'est un endomorphisme, le fait qu'il soit pas bijectif, ça nous dit que son noyau est non nul. Si son noyau est non nul, ça veut dire qu'il contient des vecteurs non nuls, donc il existe alors un vecteur V1 non nul qui soit dans le noyau de F-4 identité de E. Mais ça veut dire quoi être dans le noyau de F-4 identité de E? Ça veut dire que si j'applique F-4 identité de E à ce vecteur non nul V1, ça va me donner F de V1 moins 4 V1, ça doit faire 0. Autrement dit, F de V1 est égal à 4 fois V1. Ce que fait V1 à ce vecteur, ce que fait F à ce vecteur V1, c'est de le multiplier par 4. Comment est-ce qu'on trouve un vecteur comme ça? On utilise à nouveau la représentation matricielle. On voit que V1 est dans le noyau de F-4 identités, si et seulement si le vecteur colonne qui représente V1 dans la base B, donc que j'ai appelé X1, Y1, Z1, puisque je ne le connais pas pour le moment, est dans le noyau de la matrice qui représente F-4 identités dans la base B. Or, cette matrice, c'est A-4 fois identité. Autrement dit, ce qu'on veut trouver, c'est X1, Y1 et Z1, tel que A-4 identités fois X1, Y1, Z1 égale 0, 0, 0, égale 0, 0, 0. On écrit donc la matrice A moins 4 fois identité, c'est celle-là, là, fois X1, Y1, Z1 égale 0, 0, 0, ça nous donne un système qu'on résout. Là, on est complètement en terrain connu. On obtient que les solutions, c'est l'espace vectoriel engendré par 1 moins 2, 1. Donc si on revient au début du raisonnement, ça nous dit que le vecteur V1 est dans le noyau de F moins 4 identités, si et seulement si son vecteur de coordonnées dans la base B est un multiple du vecteur 1 moins 2, 1. Donc par exemple, le vecteur qui est représenté dans la base B par 1 moins 2, 1 lui-même, c'est un vecteur non nul, sinon il serait représenté par 0, 0, 0. Et il vérifie bien f de V1 égale 4V1 d'après le raisonnement qu'on a fait plus haut. Et du coup, vu qu'il est représenté dans la base B par les coordonnées 1, moins 2 et 1, ça veut dire que c'est le vecteur 1, E1 moins 2E2 plus E3. Ouf! Et du coup, ça va aller plus vite pour les deux autres cas. Donc si lambda égale 2, c'est bien celui-là le suivant? Oui, c'est ça. Si lambda égale 2, de même, c'est magique de même en maths parce que ça nous évite à faire des paragraphes entiers
en double, on obtient que f moins 2 identités n'est pas bijectif, donc n'est pas injectif, donc le noyau de f moins 2 identités est différent du vecteur nul, pour les mêmes raisons qui ont été expliquées au-dessus. Donc il existe V2 non nul, tel que V2 appartient au noyau de f-2 identités. Autrement dit, f-2 identités de V2 égale 0, c'est-à-dire f de V2 moins 2V2 égale 0, ou encore f de V2 égale 2V2. Donc on va noter x2, y2, z2, les coordonnées de V2 dans la base B. Alors, V2 appartient au noyau, pardon, V2, le vecteur 2, pas le vecteur colonne qui le représente, appartient au noyau de f moins 2 identités. Si et seulement si, la matrice A moins 2 identités fois le vecteur qui représente V2 dans la base B, donc x2, y2, z2, égale 0, 0, 0. Et ça, comme toujours, c'est un système. Donc déjà, il faut calculer la matrice A moins 2 identités. Ça nous fait 1, moins 2, moins 3, moins 2, 4, 6, 2, moins 2, moins 4. Donc ça, c'est la matrice A moins 2 identités. Et ce qu'on veut, enfin ce qu'on dit, c'est que le vecteur V2 de coordonnées x2, y2, z2 dans la base B est dans le noyau de f moins 2 identités, si et seulement si, multiplié par cette matrice, ce vecteur colonne donne 0. Et ça, c'est exactement pareil que de dire que x2, y2, z2 est solution du système x2 moins 2y2 plus moins 3z2 pardon, égale 0, moins 2x2 plus 4y2 plus 6z2 égale 0, 2x2 moins 2y2 moins 4z2 égale 0. Et bah du coup, on va résoudre ce système. Donc on voit qu'on peut, d'un coup de pivot de Gauss, se débarrasser des x2 sur les deux dernières lignes. Si on fait deuxième ligne, on lui ajoute 2 fois la première, ça va tuer le moins 2x2, et en fait ça va tuer tout le monde, parce que cette deuxième ligne, c'est moins 2 fois la première. Ouais, c'est ça, c'est moins 2 fois la première. Et pour se débarrasser des x2 sur la troisième ligne, on va faire L3 devient L3 moins 2, pardon, pas moins 3. Donc L3 moins 2 L1. Pure application du pivot de Gauss ici, puisque comme je vous le disais, c'est pas forcément le plus malin, mais au moins ça a l'avantage de toujours marcher. Donc la première ligne, elle n'a pas bougé, c'est toujours x2 moins 2y2 moins 3z2 égale 0. La deuxième ligne, du coup, nous donne moins 2x2 moins 2x2, 0, plus 4y2 moins 2y2, 0, plus 6z2 moins 2 fois moins 3z2, 0 aussi. Donc 0 égale 0, la deuxième ligne disparaît. Et la dernière nous laisse donc 2x2 moins 2x2, les x2 disparaissent, hein, c'est pour ça qu'on fait ça. Moins 2y2 plus 4y2, donc on va avoir du plus 2y2. Moins 4z2 plus 6z2, donc plus 2z2. Et donc on arrive assez vite à un système échelonné.
On va donc pouvoir écrire les coordonnées en fonction de, par exemple, Z2, ce qui nous donne Y2 égale moins Z2. Et donc, du coup, à la ligne d'au-dessus, on a X2 moins 2Y2, donc X2 plus 2Z2 moins 3Z2 égale 0, donc X2 égale Z2. Je vais assez vite là-dessus, hein, les résolutions de système, c'est un truc qu'on commence à connaître pas mal. Et du coup, ça nous dit que le vecteur représenté par X2, Y2, Z2 dans la base B, c'est-à-dire V2, il est dans le noyau de F-2 identités si et seulement si son représentant dans la base B, pardon, c'est pas ker, c'est vect, est dans l'espace vectoriel engendré par le vecteur 1, moins 1, 1. Par exemple, si je prends le vecteur 1, moins 1, 1 lui-même, il représente le vecteur E1 moins E2 plus E3. Alors, donc là, je tourne en rond, hein, il est représenté dans la base B par 1 moins 1, 1. Donc on a F2V2 égale 2V2, d'après ce qu'on vient de démontrer, et V2 différent de 0. Donc le vecteur V2, il fait bien le café pour la question qu'on se posait. Et il nous reste un dernier cas, donc toujours pareil. Si lambda égale 1, le déterminant de f moins identité égale 0. Donc là, on va aller... Hop là. Plus de batterie. Aïe, aïe. Il va falloir vraiment qu'on se dépêche. Sauf si un adjuvant vient nous sauver. Super, merci. Les aléas du direct. Je suis pas en direct, je sais. Les aléas du direct quand même. Les aléas de j'ai la flemme de faire un. Donc, puisque le déterminant... Oula, ça va ? Puisque le déterminant de f moins identité égale 0, pas 0, hein, c'est pas le vecteur nul, hein. Le déterminant c'est un scalaire. Faut pas non plus que je me mette à écrire n'importe quoi. Puisque le déterminant, donc, disais-je, de f moins identité égale 0, ça nous dit que le noyau de f moins identité n'est pas simplement le vecteur nul. Donc il existe un vecteur non nul V3, donc V3 on l'a dit, il est non nul, et f moins id de V3, ça fait 0. C'est-à-dire f de V3 égale V3. Autrement dit, l'endomorphisme V, il ne bouge pas le vecteur V3, c'est un vecteur fixe de f. Comment est-ce qu'on trouve un vecteur comme ça? Eh bien, on va faire exactement ce qu'on a fait avant. On va noter les coordonnées de V3 dans la base B, x3, y3, z3. Et ce qu'on obtient, c'est que V3 est dans le noyau pardon, il n'est pas dans f moins identité, il est dans le noyau, il faut vraiment que je me précipite pas, pardon. Il est dans le noyau de f moins identité, si et seulement si la matrice A moins identité fois x3, y3, z3 fait 0, 0, 0. Or, la matrice A moins identité, c'est la matrice 2, moins 2, moins 3. Moins 2, 5, 6.
2, moins 2, moins 3. Ça, c'est la matrice A moins identité qui représente l'endomorphisme F moins identité. Et être dans le noyau de cet endomorphisme, ça veut dire être dans le noyau de la matrice. Autrement dit, les coordonnées d'un vecteur du noyau de F moins identité dans la base B doivent vérifier le système suivant. 2x3 moins 2y3 moins 3z3 égale 0. Moins 2x3 plus 5y3 plus 6z3 égale 0. Et la dernière ligne, on voit que ça va être en fait la même que la première. 2x3 moins 2y3 moins 3z3 égale 0. Et donc on veut résoudre ce système, donc on va appliquer notre bonne vieille méthode du pivot de Gauss. On va supprimer les x3 sur la deuxième ligne en ajoutant la première ligne. Et on va les supprimer sur la dernière en soustrayant la première ligne. Et en fait, comme vous voyez, c'est les deux mêmes, donc ça va nous donner du 0 égale 0. Si on fait ça, on obtient 2x3 moins 2y3 moins 3z3 égale 0. Alors, 2x3 moins 2x3, ça fait 0. Moins 2y3 plus 5y3, ça fait 3y3. 6z3 moins 3z3, ça fait 3z3. Et la dernière ligne, on a dit, ça nous fait juste 0 égale 0. Donc là, on se retrouve avec un système échelonné. Donc la dernière ligne, on peut l'ignorer, elle ne nous dit rien. y3 égale moins z3. Et ce qu'on obtient, du coup, c'est que 2x3 plus 2z3 moins 3z3 égale 0. Donc on obtient que x3, c'est z3 sur 2. C'est pas z3,5, hein, c'est z3 en entier qui est sur 2. Et donc pour le dire plus clairement, V3, il est dans le noyau de F moins identité, si et seulement si le vecteur qui le représente dans la base B est dans l'espace vectoriel engendré par, donc si je prends ici Z3 égale 2, j'obtiens l'espace vectoriel engendré par 1, moins 2, 2. Et donc par exemple, on peut prendre le vecteur de coordonnées 1, moins 2, 2 lui-même. Donc V3 égale E1 moins 2E2 plus 2E3. On a alors que V3 n'est pas le vecteur nul. Et F de V3 égale V3. Pardon, je parle de Donc récapitulons ici. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que pour chaque valeur de lambda telle que déterminant de A moins lambda identité était nul, on pouvait trouver un vecteur non nul V tel que F de V égale lambda V. Vous verrez l'année prochaine que de tels vecteurs s'appellent des vecteurs propres. Pas propres au sens où ils sont pas sales, propres au sens où ils sont particuliers à l'endomorphisme. Les espaces vectoriels correspondants, donc les noyaux de F moins lambda identité s'appellent les espaces propres, même remarque. Et du coup là on a déterminé les vecteurs propres de l'endomorphisme F, c'est-à-dire des vecteurs qui le caractérisent. Ce sont des vecteurs sur lesquels F agit simplement par multiplication. Et donc ça, c'est ce qu'on nous demandait de trouver ici. Donc on voit qu'encore une fois, que pour chaque valeur de lambda telle que A moins lambda d'identité a un déterminant nul, on peut trouver des vecteurs non nuls tels que F de V égale lambda V. Ça, c'est la première leçon à retenir. La deuxième leçon, c'est qu'on va voir qu'en fait, dans ce cas-là, ces trois vecteurs en plus forment une base 2. Comment on va le montrer? On va encore utiliser le déterminant. Donc, on regarde la famille V1, V2, V3 dans E, et on veut montrer que c'est une base 2.
Et un truc qu'on a vu précédemment, c'est que ça va être le cas si et seulement si euh, les vecteurs qui les représentent dans la base B forment une base de R3. Donc on avait vu que c'était pareil de dire que V1, V2, V3 est une famille libre dans E, et de dire que les vecteurs coordonnés des VI dans la base B est une base de R3. Or, on a dit les VI dans la base B, ce sont les vecteurs. Donc V1, c'était le vecteur que je me rappelle 1, moins 2, 1. V2 était représenté par le vecteur 1, moins 1, 1 de R3. Et V3, c'était le vecteur 1, moins 2, 2. Et donc ces trois vecteurs V1, V2, V3 forment une base de E. Pardon, ce moins 2 est extrêmement laid, donc je vais le refaire. Hop là, 1, moins 2, 2. Et donc V1, V2, V3 est une base de l'espace vectoriel E, qu'encore une fois c'est un espace vectoriel abstrait, tout ce qu'on sait c'est qu'il est de dimension 3. Si et seulement si ces trois vecteurs forment une base de R3. Or, on vient tout juste de voir un critère calculatoire pour déterminer si trois vecteurs de R3 forment une base de R3, c'est de calculer leur déterminant. Or, le déterminant de cette famille de vecteurs, donc c'est le déterminant qu'on obtient en les mettant tous en colonne, et donc là, on voit qu'on peut faire apparaître assez facilement des zéros ici en soustrayant la première colonne à la deuxième et la première colonne à la troisième. Et notre question, c'est est-ce que ce déterminant, hein, ça va être 0 ou pas? Donc on fait C2 devient C2 moins C1, C3 devient C3 moins C1, comme ça on aura plein de zéros, ça va être beaucoup plus facile à calculer. On obtient donc la première colonne qui n'a pas bougé. Là, on obtient 0, moins 1, moins 2, donc 1, et 1, moins 1 qui fait 0. Super, on a un 0 gratuit. Et 0, moins 2, moins 2, 0, et 1. Donc en fait, c'est encore mieux que ça, on obtient une matrice triangulaire inférieure. Et ça, on sait calculer. Une matrice triangulaire inférieure, son déterminant, c'est le produit des coefficients diagonaux. Donc ici, on a reconnu une matrice triangulaire inférieure. Donc son déterminant, c'est 1. C'est le produit des coefficients diagonaux. Or, 1, on a déjà dû vous le dire, ce n'est pas 0. Du coup, le déterminant de cette famille de vecteurs est non nul, donc c'est une famille libre, autrement dit une base de R3. Donc B' est bien une base de E. Peut-être que je vais sauter une étape un peu vite ici. Puisque le déterminant de cette famille de vecteurs est non nul, c'est une base de R3. Et ça nous dit que V1, V2, V3 est une base de E. Maintenant, quelle est la matrice de F dans cette base de E? Eh bien, pour le savoir, on va déterminer l'image des vecteurs V1, V2, V3 par F et les exprimer dans la base B'. Donc allons-y. F de V1, on a dit que c'était 4V1. Donc F de V1, en coordonnées dans la base B', c'est 4 fois V1 plus 0 fois V2 plus 0 fois V3. Donc la première colonne de la matrice de F dans la base B', ça va être 4, 0, 0. F de V2, c'est 2 fois V2. Donc c'est 0 fois V1
plus 2 fois V2, plus 0 fois V3. Donc la deuxième colonne de f de V2, ça va être 0, 2, 0. Et enfin, f de V3, c'est V3. On a dit que f ne bougeait pas V3, donc ça c'est 0 V1, plus 0 V2, plus 1 fois V3. Donc la troisième colonne de la matrice de f dans la base B', c'est 0, 0, 1. Donc au total, la matrice de f dans la base B', c'est 4, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 1. C'est une matrice diagonale. Ce qui nous laisse à penser que la base B', c'est une base dans laquelle la matrice de f est particulièrement simple. C'est une matrice diagonale, on pourrait difficilement demander mieux. Et ce procédé-là, c'est ce qu'on appelle la diagonalisation d'un endomorphisme. Donc pour récapituler, on a pris un endomorphisme f dans un espace vectoriel abstrait de dimension 3, E. On a écrit sa matrice dans une base quelconque de E. On peut imaginer par exemple que E c'est un ensemble de polynômes où il y a une base canonique et on a écrit l'endomorphisme f dans cette base. On a obtenu comme ça une matrice tout à fait quelconque de taille 3. Et on se demande s'il existe une base dans laquelle la matrice de f serait plus sympathique. C'est une question qu'on avait déjà abordée dans le chapitre précédent. Et cet exercice donne un procédé pour trouver une telle base sympathique, en passant par le déterminant. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a calculé les valeurs de lambda telles que A moins lambda identité n'était pas inversible. Donc tel que déterminant de A moins lambda identité était 0. Déterminant de A moins lambda identité, on l'a vu, ça nous donne une expression qui dépend de lambda. En fait, c'est un polynôme de degré 3 en lambda, qui avait du coup 3 racines différentes. On en a déduit que pour chacune de ces 3 valeurs de lambda qui donnent un déterminant nul, il existait un élément du noyau de A moins lambda identité. Autrement dit, il existait un vecteur non nul V tel que f de V était égal à lambda V. Et ça nous donnait 3 vecteurs différents, V1, V2, V3 ici, associés à 3 valeurs différentes, 4, 2 et 1 ici, qui étaient 3 valeurs de lambda, telles que déterminant de A moins lambda identité était égal à 0. Et puisque f de chacun des VI était égal à lambda I fois VI, la matrice de f dans la base B, elle était toute simple. C'est ça qui fait tout marcher ici, c'est le fait d'avoir des vecteurs tels que f de V égale lambda fois V, parce que du coup, si ces vecteurs forment une base, la matrice est forcément diagonale dans cette base. Parce que du coup, si vous essayez d'exprimer le vecteur f de V dans la base B', ça va vous donner lambda fois V, donc 0 fois V1, plus patati patata, plus lambda I fois VI, plus patati patata, plus 0 fois Vn. Et c'est ce procédé-là qu'on appelle le procédé de diagonalisation. Donc ça marche pas avec tous les endomorphismes. Notamment, on aurait pu trouver que le déterminant de A moins lambda identité n'avait pas 3 valeurs comme ça. Donc on n'aurait pas obtenu forcément 3 vecteurs pour faire une base. Si on avait trouvé que 2 valeurs telles que déterminant de A moins lambda identité faisait 0, ben on aurait obtenu éventuellement que 2 vecteurs qui nous donnent f de V égale lambda V, et donc on n'aurait pas pu ici terminer par trouver une base dans laquelle la matrice est sympathique. Donc vous étudierez d'un peu plus près les critères selon lesquels ça marche ou ça marche pas l'année prochaine, mais ça vous donne une idée déjà de quelle est la méthode qu'on peut employer pour trouver une base plus sympathique quand on vous la donne pas directement, comme c'était le cas dans le chapitre précédent. J'espère que cette application vous aura intéressé, et je vous dis à la prochaine fois.